Bonjour, ici Léon Weinstein depuis Los Angeles, Californie. Le monde retient son souffle en suivant la possibilité du début d'une guerre sérieuse au Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui a conduit à cette frappe, à la frappe israélienne contre l'Iran. Qui était informé, qui en sera heureuse ou mécontent? Comment cette guerre peut-elle affecter le monde qui l'entoure? À qui profite-t-elle? Eh bien, je dirais tout de suite que la Russie comme l'Ukraine profiteront du fait que le monde est occupé ailleurs et essaieront de s'infliger mutuellement le plus de dégâts possible en matériel, en infrastructure et en effectifs. Israël s'est dirigé vers ce jour depuis le 7 octobre 1923. Mais en réalité, il s'y préparait et le planifiait bien plus tôt, comprenant que cette étape était inévitable. Parce que l'Iran criait trop fort la mort à tous ceux qui ne lui plaisaient pas. Depuis 1980, l'Iran travaille à la création d'une bombe atomique et de lanceurs de missiles capables de transporter ses ogives jusqu'en Israël et en Europe. Les mollahs veulent devenir inamovibles, et la meilleure garantie, c'est la possibilité de larguer une bombe atomique sur Paris, Bruxelles, Londres, Jérusalem et Bonn. À plusieurs reprises, les scientifiques iraniens ont été assez proches de leur objectif, mais à chaque fois, soit le monde découvrait les secrets iraniens, soit Israël bombardait ses secrets. Au cours de la dernière année du mandat d'Obama, qui, à mon avis, détestait à peu près autant Israël que l'Amérique, la direction iranienne a eu une opportunité sans précédent de réaliser son vœu le plus cher. L'Europe et les États-Unis ont signé avec eux un accord sur la non-production d'armes nucléaires pendant 10 ans. Donc, vous ne le faites pas maintenant et ensuite, feu vert, allez-y, faites-en autant que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Mais pendant 10 ans, soyez patients. Autrement dit, à partir du 18 octobre 2025, l'Iran pouvait recommencer son programme, reprendre le développement des armes atomiques, cette fois avec l'accord de l'Europe et des États-Unis. Chaque jour, matin et soir, la direction iranienne répétait « Nous détruirons Israël dès que nous aurons l'arme atomique ». La Russie, la Corée du Nord et le Pakistan se sont engagés à aider à accélérer ce programme et à contribuer à cet objectif noble. L'Iran, comme nous l'avons tous compris et comme il s'est avéré, n'a pas cessé d'enrichir l'uranium et a secrètement poursuivi le même programme qu'il s'était engagé à terminer. Les inspecteurs n'étaient pas autorisés à visiter les sites que les Iraniens, disons, ne voulaient pas qu'ils visitent. Et en coulisses, l'Iran est même parvenu à un accord avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour qu'ils s'inspectent eux-mêmes, puis fassent un rapport comme si c'était des inspecteurs internationaux qui les avaient contrôlés. C'est vraiment formidable, toutes ces organisations internationales nous réjouissent énormément, n'est-ce pas? Donc, Trump 45, arrivé à la Maison-Blanche, a annulé cet accord absurde. Et soudain, il s'est avéré que l'Iran menait des préparatifs en de nombreux endroits. Donc, il ne s'agit pas seulement de bombes, mais aussi de missiles capables d'atteindre, comme je l'ai déjà dit, Israël et l'Europe. Et chaque jour, matin et soir, les mollahs, et avec eux donc, tout le peuple iranien croyant en Allah, aux mollahs. Je ne sais pas, ils criaient encore quelque chose comme mort à Israël, et en même temps mort à l'Amérique. Et à chaque nouvelle de problème dans ces deux pays, le peuple iranien descendait dans les rues, dansait et se réjouissait de tout malheur des Israéliens ou des Américains. Joe Biden est arrivé et a pratiquement levé toutes les sanctions. Je ne me souviens plus si c'était toutes ou une partie, mais il me semble que c'était toutes les sanctions qui étaient imposées à l'Iran. Et l'Iran a pu reconstruire l'international terroriste, y compris, bien sûr, des opérations marionnettes comme le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, les patriotes iraniens qui se trouvent en Iran, en Irak, ainsi que le régime d'Assad en Syrie. Et l'Iran a trouvé où écouler ses hydrocarbures. Et donc, en plus, c'est en Chine. Et en plus, il a reçu plus de 160 milliards de dollars en liquide. En liquide de la part d'Obama, cet argent était transporté par avion depuis l'Europe.
Ils ont obtenu de l'argent noir qu'ils pouvaient, comme on dit, répartir dans le monde entier et avec lequel ils pouvaient organiser et faire fonctionner des organisations terroristes pratiquement partout dans le monde. Ayant obtenu Trump 47, qu'ils ont essayé de détruire, de tuer, pour parler simplement, c'est-à-dire organiser un attentat. Les Iraniens ont commencé à coopérer activement avec la Russie, leur fournissant des drones et d'autres armes en échange de centrifugeuses et de technologies d'armes nucléaires. Mais un échange a eu lieu avant Trump. Israël a neutralisé le Hamas, a éliminé la direction du Hezbollah et a repoussé le Hezbollah vers le nord du Liban, loin de ses frontières. En même temps, la Turquie a envahi la Syrie. Fassad et son cercle proche ont été expulsés de Damas vers Moscou. Il était un vassal de l'Iran. L'Iran, bien sûr, a gardé les Houthis, que Trump a bombardés, et il reste aussi des groupes à l'intérieur de l'Irak. C'est-à-dire que si les marionnettes de l'Iran ne pouvaient plus vraiment jouer leur rôle, en continuant à jouer le rôle qui leur était destiné de chiens de garde à l'approche de l'Iran comme la Corée du Nord pour la Chine, alors leur nombre a considérablement diminué et l'Iran se retrouve désormais pratiquement seul face à Israël et au monde occidental. Le 14e avril 2025, le président Trump a écrit à la direction iranienne « Nous n'attendrons pas éternellement. Vous avez 60 jours pour montrer des progrès réels dans les négociations. Si vous ne consentez pas à abandonner votre volonté de créer une bombe atomique, cela se passera mal. » Trump n'a jamais expliqué ce que signifie « mal », y compris dans ce cas. Et le 13 juin 2025, c'était justement le 61e jour, c'est-à-dire que 60 jours s'étaient écoulés depuis la rédaction de cet avertissement. Le Moyen-Orient sur le fil du rasoir. Le Moyen-Orient est au bord du gouffre après qu'Israël a lancé une série de frappes contre les sites nucléaires et de missiles iraniens, détruisant ainsi la chaîne de commandement de Téhéran. Et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, déclare que ce n'est que le début. Cette opération se poursuivra aussi longtemps qu'il le faudra pour éliminer cette menace. L'État juif refuse d'être la victime d'un holocauste nucléaire orchestré par le régime iranien. J'ai clairement indiqué à plusieurs reprises qu'Israël ne permettra jamais à ceux qui appellent à notre destruction d'obtenir les moyens d'atteindre cet objectif. Israël affirme avoir commencé à détruire des dizaines de drones iraniens. En réaction, le président Trump exhorte l'Iran à conclure un accord avant qu'il ne soit trop tard, avant de rencontrer son Conseil de sécurité nationale. Notre correspondante à la Maison-Blanche, Édouard Laurence, nous rejoint avec les dernières informations. Bonjour Édouard. Bonjour Dajeki. Tout cela crée cette incertitude, une incertitude concernant l'approvisionnement mondial en pétrole, et cela affecte les marchés, provoquant une hausse des prix du pétrole. Le président, nous pensons, termine actuellement cette réunion sur la sécurité nationale dans la salle de crise avec son équipe de sécurité nationale. Ce matin, sur Truth Social, le président a affirmé que les radicaux en Iran avaient agi audacieusement. Ils sont tous morts maintenant, et cela ne va qu'empirer. Il y a déjà eu beaucoup de morts et de destruction, mais il est encore temps de mettre fin à ce carnage, car les prochaines attaques déjà prévues seront encore plus brutales. L'Iran doit conclure un accord avant qu'il ne soit trop tard. Mais que se passait-il en coulisses? L'opération Lion debout, bien sûr, c'est tiré de la Bible, a été préparée pendant 8 mois. La première phase comprenait 3 vagues de frappes. Le Mossad a créé sur le territoire iranien une usine de production de drones de combat et, dans la nuit du 61e jour, les a fait décoller. Et avec l'aide des opérateurs qui se trouvaient également en Iran, les drones se sont dirigés vers les quartiers résidentiels où vivaient les dirigeants de l'armée et de la garde nationale. Le chef d'état-major général de l'Iran et son premier adjoint ont été éliminés immédiatement par des frappes précises, directement dans leur chambre. En même temps, 4 autres officiers ont été tués, qui devaient en diriger la riposte en cas d'attaque possible d'Israël. Au total, dans leur chambre, il y avait d'ailleurs encore 2 personnes. Ce sont les principaux développeurs des armes nucléaires et des missiles de l'Iran. C'est-à-dire que toute la chaîne de commandement a été complètement interrompue, ce qui signifie la panique et l'incompréhension de ce qu'il faut faire.
du moins dans les premières heures de l'attaque d'Israël contre les sites nucléaires et, pour ainsi dire, tous les points liés aux missiles. La deuxième vague a frappé le centre d'enrichissement de l'Iran. Il s'agit de Katanou, je crois qu'il s'appelle ainsi, et de Fordo où se trouvaient les réacteurs. Ensuite, ce fut le tour des laboratoires à Kandab et Karambad, ainsi que de l'entrepôt de missiles balistiques situé à Parchir. Toutes les frappes ont été couronnées de succès. Les agents du MOSSAD en Irak ont coordonné ces attaques 12 heures avant l'opération. Donald Trump a déclaré lors d'une conférence de presse « C'est très simple. L'Iran ne doit pas posséder d'armes nucléaires. Je veux qu'ils réussissent et qu'ils aient du succès. Nous les aiderons à réussir et nous commercerons avec eux. Nous ferons tout ce qui est nécessaire. » À sa manière habituelle. Je n'ai aucun ressentiment envers eux. Qu'ils fassent ce que nous attendons d'eux et nous serons très heureux de leur succès et nous les aiderons même. L'Iran ne pouvait pas ne pas répondre. Bien sûr, l'honneur de l'uniforme l'exige. Et au cours de la journée écoulée, environ 150 missiles balistiques et 100 drones ont été lancés en direction d'Israël. Tous les drones ont été interceptés. Et de 2 à 7 missiles ont franchi la défense, ont atteint la banlieue de Tel Aviv et ont explosé. Naturellement, un bâtiment a été endommagé, apparemment pour ainsi dire, ainsi qu'une maison d'habitation. C'est-à-dire, pour ainsi dire, un bâtiment de bureau ou industriel et une maison d'habitation. Maintenant, plusieurs voitures garées à proximité ont brûlé. 63 personnes ont été blessées, 2 sont dans un état grave, l'une dans un état grave, l'autre dans un état critique. En fait, les autres s'en sont sortis avec ce qu'on appelle des blessures par éclat ou des égratignures. C'est-à-dire qu'avec un coût d'environ $1 million par missile balistique iranien, cela signifie que l'Iran a dépensé 150 millions de dollars pour les missiles, plus les drones, diverses petites choses, et ainsi de suite, et il a obtenu ce résultat. Des dégâts, des dommages partiels dans 2 bâtiments d'une valeur de 50 à 100 000 dollars, des réparations et en plus 2 Israéliens grièvement blessés. C'est-à-dire 75 millions de dollars et 75 missiles balistiques respectivement. À ce rythme, l'Iran devra dépenser 525 milliards de dollars pour blesser 7 millions d'Israéliens. Et ils devront le faire avec 525 millions de missiles. Et ils n'en ont qu'un millier, et ils en auront un autre millier d'ici la fin de l'année 26. 2000 missiles, c'est moins que ce dont l'Iran a besoin, qui est 525 millions de missiles. L'Iran est un grand producteur de pétrole. Ou peut-il l'être? Avec la guerre en Iran et les conflits avec Israël, des frappes de représailles sont possibles. Israël peut attaquer les installations pétrolières iraniennes et perturber le flux de pétrole du pays. Cela réduira l'offre pendant une période de l'année où de nombreux Américains voyagent. La demande est plus élevée en été, ce qui explique la réaction des prix du pétrole. Certains experts du marché estiment qu'il pourrait s'agir d'une réaction excessive car il y a suffisamment de pétrole dans le monde. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie affirme que les réserves de pétrole sont suffisantes et qu'ils sont prêts à intervenir si nécessaire. Il ne reste qu'à attendre et voir les conséquences à long terme. Israël est prêt à bombarder tout ce qui, en Iran, est lié au pétrole, ce qui rendrait immédiatement l'Iran pauvre et conduirait très probablement à un changement de régime. Le ciel iranien n'est plus protégé. La défense a été presque entièrement anéantie. Eh bien, comme l'a déclaré Netanyahou, nous pouvons détruire toute votre industrie pétrolière ou nous pouvons ne pas le faire. Vous avez 2 options, vous écarter et nous laisser détruire tout ce qui est lié à l'armement nucléaire et aux missiles balistiques. Si vous décidez de nous attaquer, nous ou l'Amérique, alors nous ferons exploser toutes vos raffineries de pétrole, vos ports, vos dépôts de pétrole et nous détruirons pratiquement votre économie. C'était un message adressé à la direction de l'Iran, au peuple iranien. Netanyahou a dit « Nous voulons être amis avec l'Iran et nous voulons que vous puissiez vous débarrasser de ces monstres cauchemardesques dans votre gouvernement. » Je traduis librement, mesdames et messieurs, bien sûr, il l'a dit un peu différemment. Et nous avons été, nous sommes et nous resterons amis de l'Iran, du peuple iranien. Nous avons toujours eu d'excellentes relations. Nos amis les plus proches au Moyen-Orient étaient chez l'Iran jusqu'à ce que ces salauds arrivent.
Voilà de qui est donc, je veux mettre la cerise sur le gâteau au milieu, pas à la fin, mais au milieu parce que je vais quand même finir avec des choses intéressantes sur Israël. Donc, la cerise sur le gâteau, c'est maintenant. On m'a envoyé une émission donc sur les réactions des Ukrainiens, Alexandre Chelest, 1 million d'abonnés, et une certaine Snejana Yegorova, une idéologue du nationalisme ukrainien. Regardez tous ces événements au Moyen-Orient et en Ukraine, ils sont directement liés entre eux. Mais en quoi exactement sont-ils liés? Ils sont liés par une certaine nation juridique qui, comme on le sait, a pénétré dans toutes les sphères d'influence, l'information, le pouvoir, la finance. Nous connaissons aussi très bien ce facteur. Il ne faut pas oublier que la nationalité juive regroupe des personnes très intelligentes, très subtiles, très rusées et créatives qui s'introduisent partout grâce à certaines qualités particulières. C'est-à-dire que nous, moi les Juifs, sommes une nation subtile, intelligente et rusée, qui peut s'infiltrer partout dans des endroits indéfinis grâce à certaines qualités particulières. C'est pour dire que nous avons pénétré en Iran, si je comprends bien. Ce n'est ni à nous de raconter, ni à nous de nous étonner, parce qu'une personne de nationalité juive dirige actuellement notre pays slave, qui jusqu'à récemment était encore le nôtre. Un pays slave jusqu'à tout récemment. Voilà, mesdames et messieurs, Snejana n'est pas faible. Et en quoi est-ce mal? Sous sa direction attentive, comme nous le voyons, le foyer de l'orthodoxie en Ukraine est détruit, l'Église orthodoxe ukrainienne canonique est anéantie sous divers prétextes, sous le prétexte calomnieux que l'Église aurait prétendument contribué à attiser la discorde. En somme, Saïda, sous divers prétextes, les églises sont saisies, détruites, les monastères sont expulsés, des gens sont tués, emprisonnés, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le terrible Zelensky, qui est juif, d'ailleurs baptisé, donc de mon point de vue, il s'est converti, c'est-à-dire absolument un étranger, pas des nôtres. Prenez-le tout entier, avec tout ce qu'il a. Mais néanmoins, parce qu'il a du sang juif, il a une queue et peut-être des cornes. Mais sa femme le sait sûrement mieux que nous. Et lui, il détruit l'orthodoxie à laquelle il appartient, qui a été construite par des saints antisémites. Mais quels antisémites? Et en petite Ukraine? Non. En petite Russie, en grande Russie et en Ukraine, ce sont les saints qui ont construit, l'orthodoxie a été construite par l'Ukraine et la grande Russie. Pourquoi donc? Tout le monde se tait, sauf Snejana, bien sûr. Pourquoi tout le monde se tait? Tout le monde se tait. C'était juste que, par définition, personne ne veut aborder cette question. Nous, les enfants de l'Union soviétique, avons été habitués à l'idée qu'il existe une carte maîtresse du peuple juif, appelée l'Holocauste. Et toute personne qui commence soudainement à dire quelque chose, à faire des reproches aux représentants de la nationalité juive, tombe immédiatement sous la terrible étiquette d'antisémite. On peut reprocher quelque chose à n'importe qui. Les Russes, ils sont venus et tuent les Ukrainiens, considérés comme des bandéristes et des meurtriers. Et seuls les Juifs sont de malheureuses victimes, qu'on brûle, qu'on chasse, qu'on détruit toujours. Et eux, les pauvres, ils avancent. Donc sous le soleil du champ, répétant que Dieu le juge. Parce que la guerre au Moyen-Orient, où Israël a été pendant de longues années l'avant-poste de la politique étrangère américaine, c'est-à-dire, pour parler franchement, se trouvait dans un environnement agressif. Autrement dit, pour parler franchement, c'était une sorte d'île de l'État juif au milieu des pays arabes qui, en principe, n'éprouvaient aucune émotion positive envers les Juifs. Parce qu'ils sont engagés depuis toujours dans une lutte constante, une guerre. Depuis l'époque d'Abraham, depuis Ismaël, le père de tous les musulmans, que, en fait, Sarah, l'épouse légitime d'Abraham, a jeté dehors avec sa mère Agar dans le désert pour qu'ils y meurent. Parce qu'elle avait déjà donné naissance à ses propres enfants juifs. Et depuis ce temps-là, même si on dit que ce sont des contes, des mythes,
des légendes, des paraboles, jusqu'à aujourd'hui, les gens modernes, quand ils sont en conflit en Israël, les Arabes et les Juifs, ils se retrouvent face à face. Et les Juifs crient aux Arabes: vous êtes des bâtards, vous n'êtes pas les fils légitimes de notre père Abraham, alors que nous sommes les enfants légitimes. Honnêtement, je ne me souviens pas avoir jamais dit en Israël aux Arabes qu'ils n'étaient pas des enfants légitimes, alors que moi je le serais. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais entendu ça non plus dans des conversations. Ni dans des conversations avec des Arabes, ni dans des conversations avec des Juifs. Est-ce qu'il y a, ou pourrait-il y avoir, de tels idiots en Israël? Bien sûr. D'ailleurs, j'ai aussi rencontré en Israël 2 Napoléons et un Chaliapine. J'ai fui Chaliapine. Mais pourquoi? Pourquoi les Juifs se sont infiltrés partout et font leurs affaires louches? Pour déplacer Israël sur le territoire de l'Ukraine, il faut déclencher une grande guerre ici. Et Netanyahou s'en sort très bien avec ça. Il raconte aux esclaves, à ces êtres sans cervelle qui ne connaissent rien à la vie, qu'en réalité, nous vous apportons la démocratie et que vous serez heureux, stupides esclaves. Alors mettez-vous tous à 4 pattes. Nous allons vous enfoncer notre bâton et le tourner dans votre anus pour que vous sentiez que la vie est belle et merveilleuse. En réalité, ils avaient besoin de ce groupe agressif de personnes qui ont échappé à l'Holocauste, aux persécutions, se sont installées sur cette terre et ont commencé à conquérir, à reprendre leur espace vital. C'est-à-dire que le fait que les Palestiniens les aient laissés entrer sur leur terre, qu'ils les aient accueillis à bras ouverts, cela n'a en rien été une raison pour qu'ils leur soient reconnaissants. C'est-à-dire que les Juifs ont commencé à se battre, ils étaient belliqueux, et ils le sont toujours. Ils font simplement toujours semblant d'être de grands penseurs. Mais en réalité, ils ont des groupes sérieux, prêts à tuer et à mourir pour leur foi. Eh bien, vous voyez, finalement, tout est simple. Et vous, qu'en pensiez-vous? Intéressant, n'est-ce pas? C'est ce que pensent 50% de la population ukrainienne, ou 95%, à en juger par le fait qu'ils détestent Trump, l'Amérique, Netanyahou, Israël, c'est plutôt 95%. Oui, en parcourant la presse ukrainienne des 2 ou 3 derniers mois, je n'y trouve plus de lutte contre Poutine. L'Ukraine s'est levée d'un seul élan pour lutter contre Trump. Et aussi contre le Parti républicain et contre tous les Trumpistes, dont certains parmi ceux qui m'écoutent font également partie. Ça, je ne vous l'avais pas encore lu. Les commentaires qui donc sont écrits à propos de ce que Snejana dit, je veux juste vous dire une seule chose, comparé à ce qui est écrit dans les commentaires, Snejana est un ange, une petite neige divine. Sakal, lors de la frappe contre le système de défense aérienne du régime iranien, a détruit des dizaines de radars et de lanceurs de missiles solaires. Comme l'écrit Sakal, je cite, « Ces dernières heures, des chasseurs de l'armée de l'air, sous la direction précise du service de renseignement, ont mené une frappe massive contre le système de défense aérienne du régime iranien dans l'ouest de l'Iran. » Au cours des attaques, des dizaines de radars et de lanceurs de missiles solaires ont été détruits. Et, comme le souligne le communiqué tout au long de la guerre, l'armée de défense d'Israël a systématiquement frappé le système de défense aérienne du régime iranien et de ses mandataires au Moyen-Orient. De plus, un point très intéressant a émergé ici, car selon les médias israéliens, Israël se préparait depuis de nombreuses années à une opération contre le programme nucléaire et de missiles de l'Iran. La préparation comprenait la création d'une base de drones à l'intérieur de l'Iran et le transfert d'armes de haute précision et de forces spéciales dans ce pays. Selon le représentant, les agents du Mossad ont créé une base de drones sur le territoire iranien, près de la capitale Téhéran. Ces drones ont été activés pendant la nuit et ont frappé les lanceurs de missiles sol-sol dirigés contre Israël. De plus, des véhicules équipés de systèmes d'armement ont été introduits clandestinement en Iran. Ces systèmes ont neutralisé les systèmes de défense aérienne iraniens, assurant la supériorité aérienne des avions israéliens et leur liberté d'action sur le territoire iranien cette nuit. Et maintenant... Vous allez demander,
Première option, l'Iran fait tout son possible pour causer le plus de dégâts possible à Israël. Réponse, destruction de l'économie iranienne. Deuxième option, Israël fait semblant de faire tout son possible, mais en réalité, il se replie discrètement dans un coin. Israël détruit alors tout ce qui était lié à la production nucléaire et de missiles, mais ne touche pas à l'énergie ni à l'industrie. Dans les deux cas, l'Iran court assez rapidement vers Trump et le supplie de lever les sanctions pour pouvoir survivre d'une manière ou d'une autre. Et s'il existe des forces d'opposition en Iran, elles font descendre le peuple dans la rue. Ensuite, bien sûr, personne ne peut rien prédire. Et il se passe chez eux un certain Majdanovitch. Et est-ce que quelqu'un aidera l'Iran? Bonne question, pas l'Arabie Saoudite, enfin. Pas les sunnites, oui, avec qui l'Iran est en guerre, comme on dit, non pas pour la vie, mais pour la mort. La Russie, étant engagée dans sa propre guerre, ne pourra probablement pas s'impliquer davantage ailleurs, hormis en s'exprimant à l'Organisation des Nations Unies et en prononçant quelques mots. Je pense que la Chine ne s'en mêlera pas. Après tout, qu'a-t-elle à faire là-bas? D'autant plus que l'Amérique dit « Laissez-nous aussi vous vendre du pétrole à de bons prix, quittez l'Iran, pour ainsi dire ». De plus, l'économie chinoise traverse une période très difficile. Et en fait, ils cherchent chez maintenant des moyens de se réconcilier avec l'Amérique. Et une bonne façon de le faire serait de dire « S'il vous plaît, nous achèterons votre pétrole ». Et tout de suite, pour ainsi dire, le déséquilibre commencera à diminuer. Ce genre de choses. Trump aimera ça? Beaucoup de choses positives en découleront. Qui d'autre existe dans le monde à part l'Europe? Eh bien, ils vont forcément grommeler à propos des droits de l'homme, mais ils n'ont ni soldats ni armes. Ils les ont peut-être envoyés ailleurs, mais ils ne sont pas ici. Ils ont des casques bleus, ils peuvent les mettre sur des films lesbiennes et les envoyer quelque part à moitié nus. Et la Géorgie n'aidera pas, elle est trop petite, et en général, pour ainsi dire, déjà sous la botte de la Russie, donc elle ne fait que gémir. La Turquie peut-être n'est pas l'ennemi de l'Iran, pas vraiment un ennemi, mais ce n'est pas non plus un ami, plutôt un rival. La Turquie vient tout juste d'arracher la Syrie à l'Iran, donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'amour entre eux. Qui reste-t-il? Les Houthis qui pourraient commencer à tirer sur les navires marchands et sur Israël, mais ils seront rapidement arrêtés par la flotte navale des États-Unis d'Amérique. En Irak, il y a des unités de ces combattants iraniens, ils peuvent commencer à bombarder les bases militaires américaines qui se trouvent en Irak. Alors, les États-Unis s'impliqueront dans ce conflit, et aucune puissance mondiale significative ne rejoindra l'Iran. Je pense qu'un ou deux missiles ayant réussi à atteindre Israël satisferont les exigences de l'honneur bafoué des faucons iraniens qui s'y trouvent. Et ils iront relire les conditions proposées par Trump pour établir la paix. Entre les enfants d'Abraham issus de Sarah et ceux issus d'Agar. Attendez, une seconde. Les Iraniens persans n'ont rien à voir avec cela. Je m'excuse, eux n'ont rien à voir avec ça. Ce sont ceux qui viennent d'Arabie Saoudite, de Jordanie, mais pas ceux-là. Israël a lancé ce qu'il appelle une frappe préventive contre les installations nucléaires iraniennes et d'autres cibles militaires. Nous avons frappé en plein cœur du programme iranien d'enrichissement d'uranium. Nous avons frappé en plein cœur du programme iranien de fabrication d'armes nucléaires. Le 6e cycle de négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran était prévu pour dimanche. Comme le président Trump cherchait à éviter un conflit, les États-Unis n'ont pas participé à ces frappes. Le président iranien a répondu que le niveau de force et les actions du pays feraient regretter à Israël ses actes d'aujourd'hui. Israël attaque l'Iran, les installations nucléaires iraniennes et les usines de production de missiles balistiques ont été touchées, des hauts commandants iraniens ont été tués. Israël appelle cela l'opération Lion ascendant, que le Premier ministre Netanyahou a qualifié de moment décisif dans l'histoire d'Israël. L'Iran s'est retrouvé impuissant, car pendant que les missiles israéliens survolaient le pays, des agents du Mossad menaient des éliminations secrètes de hauts responsables militaires iraniens. Israël a également construit des bases de drones à l'intérieur de l'Iran, qui ont été activées lors de cette opération, à l'instar de l'opération Toile d'araignée menée par l'Ukraine. Les drones de ces bases ont été activés avant le début de la frappe israélienne. Et ils ont détruit tout le système de défense aérienne de l'Iran.
Permettez-moi de le répéter encore une fois, ils ont détruit tout le système de défense aérienne de l'Iran. C'est précisément pour cette raison que, 12 heures après le début de l'opération, les chasseurs israéliens volent encore impunément dans le ciel iranien. Quant à l'avenir, eh bien, il viendra, j'en suis presque sûr. Mais à quoi il ressemblera, ça, je ne peux pas vous le dire. Et je ne sais pas, il semble que personne ne puisse le dire. Au revoir. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir regardé et écouté.